Vous écoutez On lit pour vous. Découverte d'un monde brumeux. Même les planètes jumelles ne sont pas toujours identiques. Un texte de Université de Montréal, nouvelle, paru le 12 décembre 2025 dans Université de Montréal. Une équipe menée par des chercheurs canadiens découvre que l'exoplanète LP 791-18c, une sous-Neptune tempérée, possède une atmosphère brumeuse sans équivalent parmi ses autres planètes jumelles. Des astronomes de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes, IREX, de l'Université de Montréal, ont dévoilé grâce au télescope spatial James Webb, JWST, la véritable nature d'un monde qui, au premier coup d'œil, semblait presque identique à plusieurs de ses semblables bien connus. L'exoplanète LP 791-18c, une petite sous-Neptune dont la taille se situe entre celle de la Terre et celle de Neptune et qui orbite autour d'une étoile naine, rouge, froide à seulement 86 années-lumière, devrait ressembler à d'autres sous-Neptunes tempérées de dimensions et de température comparables, comme K2-18b ou TOI-270d. Mais au lieu de l'atmosphère dégagée et riche en méthane et en dioxyde de carbone observée sur ces planètes, James Webb a révélé une toute autre chose. Une atmosphère dominée par des brumes, riche en méthane et sans aucune trace de dioxyde de carbone. Cette découverte, menée par une équipe canadienne, montre que des planètes qui paraissent presque identiques à première vue peuvent diverger fortement en termes de couverture nuageuse, de chimie et d'évolution, et que seule la sensibilité exceptionnelle du JWST permet de mettre au jour cette diversité cachée. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Astronomy. Une planète familière à la chimie inattendue. L'exoplanète LP 791-18c fait environ 2,5 fois le rayon de la Terre et orbite dans la zone dite tempérée de sa petite étoile hôte, avec une température d'équilibre estimée entre moins 20 et 140 degrés Celsius, tout en étant soumise à un niveau d'irradiation comparable à celui de plusieurs sous-Neptunes déjà étudiés en détail. Cette similarité en faisait une cible idéale pour une comparaison avec les planètes K2-18b et TOI-270d, toutes deux présentant des atmosphères dégagées ou légèrement nuageuses, riches en méthane, mais aussi en dioxyde de carbone, un signe d'intérieur riche en eau. Mais lorsque l'équipe dirigée par des astronomes canadiens a observé LP 791-18c avec le spectrographe infrarouge NIRS-PEC du JWST, le spectre a raconté une toute autre histoire. On aurait pu s'attendre à une atmosphère pratiquement identique à celle des sous-Neptunes tempérées déjà étudiées, principalement du méthane, du dioxyde de carbone et aucune trace de nuages dans les hautes couches. Au contraire, nous avons trouvé une planète au régime nuageux complètement différent et possiblement à la chimie distincte, explique Pierre-Alexis Roy, auteur principal de l'étude, qui a réalisé ses travaux comme doctorant à l'IREX et qui est maintenant chercheur postdoctoral à l'Université de Californie à Los Angeles. L'exoplanète LP 791-18c est un monde brumeux. Son atmosphère est riche en méthane et en aérosols photochimiques, sans presque aucune trace d'eau ou de dioxyde de carbone, un contraste frappant avec ses analogues. Les observations du JWST montrent une signature d'absorption du méthane très marquée, alors que la signature du dioxyde de carbone, détectée sur les deux autres sous-Neptunes tempérées, est étonnamment absente. Le spectre présente plutôt une forme large et atténuée typique des atmosphères enveloppées de brumes ou de nuages complexes. Un monde sculpté par la photochimie et la lumière stellaire.
La brume qui enveloppe l'exoplanète LP791-18c c'est probablement dû à la photochimie, alors que les rayons ultraviolets de la naine rouge active brisent les molécules de méthane dans les hautes couches de l'atmosphère de la planète. Les fragments se recombinent ensuite pour former des hydrocarbures plus lourds. Ce même processus est responsable du smog orangé de Titan, la lune de Saturne. Cette brume photochimique peut bloquer ou atténuer les empreintes moléculaires qui permettent aux astronomes de déchiffrer la composition d'une atmosphère. Pourtant, malgré ce voile, le JWST a pu identifier le méthane clairement et établir des contraintes sur ce qui manque. Autre résultat important, l'équipe a démontré que le spectre reste inchangé, qu'on prenne en considération ou non l'activité stellaire dans l'analyse. Cela signifie que la chimie inhabituelle de l'atmosphère n'est pas une illusion causée par des taches ou des éruptions stellaires, un problème courant dans les études atmosphériques récentes, mais bel et bien une propriété intrinsèque de la planète. James Webb nous donne une vision directe et nette, mentionne le professeur Bjorn Benneck, rattaché à l'Université de Montréal et à l'Université de Californie à Los Angeles, co-auteur de l'étude et superviseur de Pierre-Alexis Roy au doctorat. Même lorsqu'on tient compte de toutes les façons dont l'étoile pourrait influencer le signal, l'image atmosphérique demeure la même. L'exoplanète LP791-18c montre réellement ces brumes abondantes et cette forte bande d'absorption du méthane. Un indice sur le lieu de naissance de la planète. Si des planètes de même taille et de même température peuvent avoir des atmosphères radicalement différentes, la question évidente est pourquoi? La réponse pourrait remonter à plusieurs milliards d'années. L'empreinte chimique de LP791-18c, riche en méthane mais pauvre en molécules contenant de l'oxygène, laisse supposer une formation à l'intérieur de la ligne de glace du disque protoplanétaire, la région proche de l'étoile où les températures sont trop élevées pour que les grains de glace survivent. Les planètes qui se forment plus loin ont tendance à incorporer davantage d'eau et de glace volatile, ce qui engendre des atmosphères riches en dioxyde de carbone et en eau, comme celle de K2-18b et TOI-270d. Dans le cas de LP791-18c, ce sont plutôt des matériaux plus secs et riches en carbone qui semblent être à l'origine de sa formation. Une telle différence fondamentale peut laisser une empreinte durable sur sa composition. C'est la preuve la plus forte à ce jour que l'histoire de la formation et l'évolution, et pas seulement la taille ou la température, façonne les atmosphères des sous-Neptunes, souligne Pierre-Alexis Roy. Deux planètes peuvent paraître identiques de loin, mais leur chimie peut révéler des origines totalement différentes. Cette étude montre comment le JWST rend possible une véritable planétologie comparative. Les planètes semblables en apparence peuvent maintenant être distinguées par leurs caractéristiques atmosphériques les plus profondes. Nous savons que les petites planètes rocheuses ont une diversité intrinsèque, affirme Pierre-Alexis Roy. Il suffit de penser à la Terre et à Vénus, qui, malgré une formation dans la même zone habitable, possèdent des atmosphères radicalement différentes. Mais maintenant, nous commençons à observer cette diversité chez les sous-Neptunes gazeuses également. Un système planétaire miniature plein de surprises. L'exoplanète LP791-18c orbite au sein d'un système compact et dynamique qui fascine déjà les astronomes. En 2023, une autre équipe dirigée par l'UDM avait découvert que la planète intérieure LP791-18d est probablement soumise à une activité volcanique intense due aux interactions gravitationnelles, ce qui en fait l'une des meilleures candidates pour un monde volcanique hors du système solaire. À présent, avec LP791-18c et sa complexité atmosphérique d'un tout autre genre, le système devient un exemple remarquable de la diversité des planètes en orbite autour de petites étoiles.
On a dans le même système une planète terrestre volcanique et une sous-Neptune brumeuse riche en méthane, note Bjorn Bennecke. Cela montre à quel point les planètes peuvent être extraordinairement variées, même lorsqu'elles se forment autour de la même étoile. C'était découverte d'un monde brumeux, même les planètes jumelles ne sont pas toujours identiques. Un texte de U2M Nouvelle paru le 12 décembre 2025 dans Université de Montréal. Six vérités dérangeantes à propos de la santé des femmes, un texte de la rédaction paru le 6 avril 2026 sur le site ONU Femmes. Entre erreurs de diagnostic et préjugés médicaux, les femmes ont toujours moins de chances d'être prises au sérieux, d'être bien diagnostiquées et soignées. Découvrez pourquoi. Les femmes vivent plus longtemps que jamais, mais elles ne vivent pas mieux. Si quelqu'un affirme que l'égalité des sexes est une réalité ou se demande si l'égalité n'est pas allée trop loin, invitez-le à se pencher sur la question de la santé, qui est un droit humain fondamental, encore loin d'être garanti pour tout le monde. En effet, partout dans le monde, les femmes sont plus susceptibles de voir leurs douleurs ignorées, leurs symptômes mal interprétés et leur état diagnostiqué trop tard. Cela résulte d'un système médical qui n'a pas été conçu en tenant compte des femmes. Les lacunes observées au niveau des outils encore utilisés aujourd'hui lors des examens médicaux ou des données qui déterminent le diagnostic et le traitement sont inhérentes au système de santé et ont des conséquences concrètes sur la santé, la sécurité et la qualité de vie des femmes. Voilà à quoi ressemblent les inégalités de genre dans notre quotidien, et cela doit changer. Les travaux de recherche doivent tenir compte du corps des femmes, les soins de santé doivent prendre au sérieux la douleur des femmes, et les systèmes doivent être conçus dans le souci de la dignité, de la précision des diagnostics et des traitements, et du respect du corps des femmes et des filles. 1. Votre examen gynécologique n'a pas beaucoup évolué en 150 ans. L'outil utilisé pour les examens pelviens, le spéculum, est presque identique à ce qu'il était lors de sa conception au 19e siècle. Avant l'apparition des antibiotiques, avant que l'anesthésie ne devienne la norme, avant même que les femmes aient le droit de vote dans la plupart des pays. Depuis des générations, on dit aux femmes que les désagréments qu'elles éprouvent sont normaux, qu'ils font partie intégrante de leur condition de femme. Les choses commencent désormais à changer. Des start-up dirigées par des femmes et des innovateurs de la Femtech réfléchissent à une refonte de l'examen pelvien en mettant l'accent sur le confort, la dignité et la sécurité. Mais le changement est lent et l'adoption d'outils modernisés reste limitée dans les systèmes de santé publique. 2. Les femmes vivent plus longtemps, mais passent une plus grande partie de leur vie en mauvaise santé. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. 73,8 ans contre 68,4 ans. Mais elles passent un quart de leur vie en mauvaise santé. Cela signifie que les femmes souffrent plus longtemps de douleurs chroniques, de fatigue, de pathologies non traitées, d'erreurs de diagnostic. On leur dit souvent que leurs symptômes sont d'origine psychologique. Vivre plus longtemps ne signifie pas pour autant que l'on vit mieux. Pour de nombreuses femmes, il s'agit au contraire de passer plus de temps à être ignorées, à ne pas être crues
et à être négligées, même par le système médical. 3. Si les femmes sont concernées, on ferme les yeux. Si les hommes sont concernés, on trouve des fonds. Le syndrome prémenstruel, également connu sous l'acronyme de SPM, touche la plupart des femmes et des filles. Pour beaucoup, cela se traduit par des douleurs récurrentes, de la fatigue et une détresse psychologique qui perturbe la vie quotidienne pendant plusieurs jours d'affilée, mois après mois. La dysfonction érectile touche beaucoup moins d'hommes, et pourtant ce problème médical fait l'objet d'une attention bien plus importante de la part des chercheurs et bénéficie de financements plus conséquents. Depuis des décennies, ce déséquilibre a façonné la manière dont la douleur subie par les femmes est comprise ou mal comprise, minimisée et trop souvent considérée comme normale et non traitée. Cet état de fait commence à changer. En 2023, l'Espagne est devenue le premier pays d'Europe à accorder un congé menstruel rémunéré aux femmes, rejoignant ainsi la Corée du Sud, le Japon, l'Indonésie, Taïwan et la Zambie. La nouvelle loi tient compte du fait que les douleurs menstruelles peuvent être intenses et nécessiter un soutien médical ainsi que du temps pour se rétablir. Mais les lois sur le papier n'influencent pas nécessairement la vie réelle. Et depuis l'entrée en vigueur de la loi, le recours à ce dispositif reste limité, car la stigmatisation empêche toujours de nombreuses femmes de prendre le congé dont elles ont besoin et auquel elles ont droit. Aujourd'hui, il ne suffit pas de légiférer. Il faut aussi donner de la visibilité à cette problématique, organiser des discussions ouvertes, informer les professionnels de santé et veiller à ce que les dirigeants et les dirigeantes normalisent les besoins des femmes en matière de santé au lieu de les reléguer au second plan. 4. Le diagnostic de votre douleur peut prendre près de 10 ans. L'endométriose touche une femme ou fille sur 10 dans le monde, soit près de 190 millions de femmes. Pourtant, le diagnostic et le traitement peuvent prendre en moyenne entre 4 et 12 ans. Cela représente des années passées à vivre avec des douleurs chroniques, de la fatigue et des inflammations, tout en s'entendant dire que tout va bien et que cette douleur est normale. Des années passées à adapter votre vie à une maladie qui n'a pas encore été diagnostiquée. Les pathologies comme l'endométriose ne sont pas rares. Là n'est pas la question. Le problème est que la douleur des femmes est encore trop souvent ignorée, négligée ou mal diagnostiquée. Et lorsque la douleur n'est pas prise au sérieux, le diagnostic arrive trop tard. 5. Les femmes étaient absentes de la recherche médicale jusque dans les années 1990. Jusqu'en 1993, les femmes étaient essentiellement exclues des essais cliniques. Cela signifie que pendant des décennies, les traitements et les médicaments ont été conçus en fonction du corps des hommes et n'ont jamais été testés correctement sur les femmes. Les posologies des médicaments étaient fondées sur la biologie du sexe masculin. Les symptômes étaient définis à partir du corps masculin. Les effets secondaires chez les femmes étaient souvent négligés. Les conséquences sont toujours d'actualité. Les femmes sont plus susceptibles de subir des effets indésirables liés aux médicaments. Leurs symptômes ont tendance à être mal interprétés. Et les pathologies qui touchent principalement les femmes, telles que les maladies auto-immunes, sont peu étudiées. Aujourd'hui encore,
d'importantes disparités persistent et se reproduisent sous de nouvelles formes. De la recherche clinique aux outils d'IA utilisés dans le secteur de la santé, les données insuffisamment représentatives des femmes continuent d'influencer la manière dont les maladies sont étudiées, diagnostiquées et traitées. Des travaux de recherche récents ont souligné l'importance d'intégrer le sexe et le genre dans les études cliniques, y compris dans le cadre de la réponse à la COVID-19, afin de garantir que les traitements soient sûrs et efficaces pour tous. Un autre problème concerne la sous-représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur de la santé. Cela est important car les femmes médecins et dirigeantes privilégient généralement les soins axés sur le patient et sur la patiente, les pratiques fondées sur des données probantes et les politiques qui améliorent la santé des femmes. Par exemple, aux États-Unis, les patients et les patientes plus âgés, traités par des femmes médecins, présentent des taux de mortalité et de réadmission plus faibles, tandis qu'en Inde, les districts comptant davantage de femmes dirigeantes affichent une mortalité néonatale plus faible. Soutenir les femmes au poste de direction, tant dans le secteur de la santé qu'au-delà, signifie sauver des vies et offrir des soins plus efficaces pour tous. 6. Vos symptômes ne correspondent pas à ceux décrits dans les manuels, ce qui peut vous coûter la vie. Les maladies cardiaques sont la première cause de décès chez les femmes. Mais les symptômes habituels, tels qu'une douleur thoracique irradiant dans le bras, sont largement basés sur la façon dont les crises cardiaques se manifestent chez les hommes. Les symptômes des femmes peuvent être différents. Fatigue, nausées, essoufflement ou douleur au niveau de la mâchoire ou du dos. Étant donné que ces signes sont moins bien reconnus, les femmes ont moins de chances de bénéficier d'un traitement rapide et vital, tel qu'une angioplastie ou la pose de stent. En conséquence, les femmes courent un risque de décès plus élevé après une crise cardiaque que les hommes. Et dans certains cas, elles sont renvoyées chez elles au lieu d'être soignées. C'était 6 vérités dérangeantes à propos de la santé des femmes, un texte de la rédaction paru le 6 avril 2026 sur le site ONU Femmes. Qu'est-ce que l'anaplasmose? Un texte de Léa Carrier paru le 18 juillet 2026 dans la presse. Les cas d'anaplasmose, une maladie transmise par les tiques, sont en hausse au Québec. Quelle est cette infection souvent plus aiguë, mais moins connue que la maladie de Lyme? Qu'est-ce que l'anaplasmose? Comme la maladie de Lyme, l'anaplasmose est causée par une bactérie transmise par la tique à pattes noires. Les ressemblances entre les deux infections s'arrêtent toutefois ici. Même si elle est transmise par la même tique, c'est une maladie qui est complètement différente de la maladie de Lyme, souligne le docteur Alex Carignan, médecin microbiologiste infectiologue et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. D'abord, l'anaplasmose ne cause pas de rougeur cutanée, comme c'est le cas de la maladie de Lyme. Ces symptômes sont généralement plus aigus et apparaissent plus rapidement, souvent entre la première et la deuxième semaine suivant la morsure d'une tique infectée. Pourquoi en parle-t-on? Les cas d'anaplasmose sont en hausse au Québec. Jusqu'à présent, 25 infections ont été déclarées au ministère de la Santé cette année dans la province, dont environ 65% en Estrie. L'an dernier, 71 cas d'anaplasmose avaient été rapportés aux autorités.
Avec le réchauffement climatique, le territoire occupé par la tique s'agrandit, note le docteur Carignan. C'est une infection qui est présente et qui risque d'augmenter. Sans s'inquiéter, je pense qu'il faut demeurer vigilant, dit-il. À la mi-juillet, un article du journal de l'Association médicale canadienne a invité les médecins à considérer l'anaplasmose lorsque des patients présentent une fièvre inexpliquée et vivent dans des régions où la population de tiques est importante. Quels sont les symptômes? Maux de tête, toux, douleurs musculaires ou abdominales. La maladie va se présenter plutôt comme une infection de nature grippale, répond le docteur Alex Carignan, ajoutant qu'une fièvre qui persiste est le principal symptôme à surveiller. Lorsque la maladie progresse, des symptômes plus graves peuvent apparaître, comme des complications cardiaques ou des problèmes neurologiques. Les infections sévères sont cependant rares et affectent principalement les aînés ou les personnes atteintes de maladies chroniques ou préexistantes. Par ailleurs, il n'est pas impossible qu'une personne soit atteinte de l'anaplasmose et de la maladie de Lyme en même temps. Ça arrive occasionnellement qu'une tique transmette les deux maladies, ce qu'on appelle les co-infections, affirme le microbiologiste infectiologue. Comment la maladie est-elle traitée? L'anaplasmose se traite avec des antibiotiques. Après 48 heures, les personnes malades voient généralement une nette amélioration de leurs symptômes, affirme le docteur Carignan. Il s'agit d'ailleurs du même traitement utilisé contre la maladie de Lyme, qui demeure nettement plus fréquente que l'anaplasmose, avec 267 cas enregistrés au Québec jusqu'à présent cette année. Si vous avez été mordu par une tique ou avez visité une zone où se trouvent des tiques et que vous présentez des symptômes, il est recommandé de consulter rapidement un professionnel de la santé. Comment se protéger de la maladie? Les mesures de précaution demeurent exactement les mêmes que pour la maladie de Lyme, affirme le docteur Carignan. Dans les zones où les tiques sont nombreuses, il est recommandé de porter des chaussures fermées et des vêtements longs et pâles pour repérer facilement les tiques, de rester sur les sentiers dégagés et de s'inspecter à la fin d'une journée en plein air. Des insecticides à base de DEET peuvent aussi être efficaces contre les morsures. Surtout, il est conseillé de faire attention en tout temps et pas seulement aux fameuses herbes longues. Souvent, les gens vont se faire piquer simplement en travaillant dans le jardin, précise le spécialiste. C'était « Qu'est-ce que l'anaplasmose ?» un texte de Léa Carrier paru le 18 juillet 2026 dans la presse.